La facture, émission 604. Aujourd'hui, covoiturage, 20 $ par personne pour 150 km. Est-ce illégal? Recours collectif contre les chiropraticiens de zéro gravité. Aussi, les enfants en motoneige, ce que tout parent doit savoir. Bonsoir, bienvenue à La Facture. On entend beaucoup parler d'Uber ces temps-ci. Vous savez, c'est cette entreprise qui fait du taxi, mais sans en être vraiment. Le maire Coderre et tous les chauffeurs de taxi affirment qu'Uber agit dans l'illégalité. On a donc resserré la surveillance et l'application des règlements. Mais en faisant cela, les pouvoirs publics vont-ils trop loin? L'histoire qui suit pose la question. L'histoire se passe sur l'île de Montréal. Annie Girard est en route vers les États-Unis. 2 passagères voyagent avec elle. Là, je m'aperçois qu'il y a des phares clignotants en arrière de moi d'un véhicule là, officiel, genre police. Je dis, mon Dieu, c'est quoi ça? Ça, ce sont les agents du bureau du taxi de Montréal. Le bureau réglemente la pratique du taxi sur l'île. J'ai pas brûlé la lumière, j'ai pas écrasé personne, j'ai pas empêché de piétons de traverser. En effet, c'est autre chose. Les agents du bureau du taxi l'arrêtent pour une raison étonnante. Ils l'accusent de faire du transport illégal de personnes. Bonjour, je me rends au poste frontière de la Colle et à Champlain, New York. Quelques jours plus tôt, Annie Girard avait publié ce message sur un site de petites annonces. C'est ce qu'elle fait à chaque fois qu'elle doit aller à Champlain, à la frontière américaine. Je dois descendre pour mes propres affaires à moi jusqu'à Champlain, le village de Champlain qui est juste l'autre bord de la frontière à la Colle. Plusieurs fois par année, elle s'y rend pour récupérer des biens qu'elle a achetés sur Internet. Quand le faire envoyer au Canada, soit c'est pas possible parce que les marchands veulent pas, ou soit ça coûte une fortune. On peut aller le chercher là. Elle en profite pour offrir à quiconque voudrait aller à Champlain ou au poste frontière de la Colle de monter avec elle. Moi, je place des annonces sur Kijiji expliquant que, bon, j'ai X places, que je peux amener des gens, que c'est 20 $. Au retour, Annie Girard reprend ses passagers, déclare ses achats aux douanes et ramène tout le monde à Montréal. L'aller-retour fait 150 km. Elle demande 20 $ à chaque passager. Ce jour-là, 2 femmes ont accepté l'offre d'Annie Girard. C'est cette annonce sur Internet qui a permis aux agents du bureau du taxi de la repérer et de l'arrêter. Et je suis complètement ébahi, éberlué. Je comprends pas pantoute du tout. Les agents lui remettent un constat d'infraction. 502 $ d'amende. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Et on me dit qu'on va remorquer mon véhicule à la fourrière. Fait que moi, je suis là, comme ça, là, tu sais, parce que je trouve ça bien épouvantable. Annie Girard et ses passagères restent sur le trottoir. Est-ce que vous faisiez du transport illégal? Je pense pas. Moi, je faisais du covoiturage. Mais de quoi l'accuse-t-on? Selon la loi, commet une infraction et est passible d'une amende de 350 à 1050 $ la personne qui, sans être titulaire d'un permis de propriétaire de taxi, offre ou effectue un transport rémunéré de personnes à l'aide d'une automobile. Mais les milliers de conducteurs qui utilisent des sites de covoiturage comme AlloStop, Amigo Express ou covoiturage.ca font exactement cela. Le covoiturage serait-il donc illégal au Québec? Nous allons voir. Pendant ce temps, Annie Girard se rend à la cour municipale. D'après moi, c'est une accusation qui a été faite un peu à la légère. Et cette accusation, Annie Girard va la contester. Moi, je gagnais pas ma vie avec ça. Ça remplissait pas mes poches. Tout ce que ça faisait, c'est les vider un peu moins que si j'avais fait le transport tout seul. Mais elle doit d'abord récupérer sa mini-fourgonnette. Et ça, elle doit le demander à un juge. La date de comparution la plus tôt qui était absolument possible d'avoir, c'était le jeudi suivant. Donc, ça faisait 8 jours. 8 jours avant de pouvoir récupérer son véhicule. 8 jours sans auto. Entre-temps, nous continuons notre enquête. Le covoiturage est légal au Québec à condition que ça respecte certaines normes.
Mario Saint-Pierre travaille au ministère des Transports du Québec. Il nous dit que le covoiturage est légal au Québec à 2 conditions. La première, c'est le conducteur qui choisit la destination et non pas les passagers. La deuxième... Pour que ce soit légal, il peut y avoir un partage des frais, mais il ne faudrait pas qu'il y aurait une rémunération ou bien un frais payé pour l'usage de l'automobile. Donc, il faut que ça demeure un partage des frais. Il semble qu'Annie Girard respecte la première condition de la définition du covoiturage. Son annonce sur Internet est claire. C'est elle qui fixait la destination et elle y allait pour ses propres affaires. Le problème se situerait donc au niveau de la deuxième condition, 20 $ par personne. Est-ce un partage des frais ou une rémunération? La loi nous dit simplement qu'on doit diviser les frais de transport sans excéder. C'est vraiment tout ce que dit la loi. Francis Girard-Boudreau est conseiller aux communications chez covoiturage.ca. Il explique que la loi ne dit pas comment calculer le partage des frais de déplacement. Chacun peut avoir son interprétation, finalement. Nous, on a notre interprétation, d'autres organisations vont avoir la leur, mais selon la loi, il n'y a pas encore d'outil qui est vraiment un outil officiel pour établir un montant à partager. Covoiturage.ca a mis au point un calculateur accessible gratuitement sur son site. De notre côté, les frais de transport, c'est les coûts d'entretien du véhicule, c'est les frais fixes reliés à l'utilisation d'un véhicule, ainsi que les frais d'essence. Et puis ensuite de ça, bien, c'est sûr que ça va dépendre du type de véhicule, du trajet, du prix de l'essence. Nous lui soumettons le cas d'Annie Girard. Le calculateur produit un coût par kilomètre parcouru. Il donne aussi la part de chaque personne à bord, y compris le conducteur. Dans le cas qui nous occupe, on parle de 20 $ qui a été demandé aux passagers. Avec notre outil, on arrive à un montant de 24,50 $. Donc, on est en deçà de ce qui aurait pu être demandé aux passagers. Donc, pour nous, il est évident que dans ce cas-ci, c'est un covoiturage qui était fait en toute légalité. D'autres méthodes de calcul accordent encore plus pour ce genre de trajet. Le site de covoiturage Amigo Express recommande à ses membres de calculer les frais de déplacement en comptant 53 cents du kilomètre. C'est l'indemnité que le fédéral donne à ses fonctionnaires qui utilisent leur véhicule. Selon ces critères, Annie Girard aurait dû demander 26,50 $ à chaque passagère. Mais alors, qu'est-ce qui justifie cette amende? On s'assure que les gens qui sont traduits en justice ne sont pas des covoitureurs, mais plutôt des transporteurs illégaux. Benoît Jugan est le directeur général du Bureau du taxi de Montréal. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer à quel moment ça devient du transport illégal et du covoiturage? Bien, justement, on utilise des outils qui existent déjà, entre autres le site de CAA Québec qui va aider à déterminer c'est quoi le coût d'utilisation d'une voiture. Avec cet outil, les agents du Bureau du taxi ont calculé qu'Annie Girard n'aurait dû compter que 21 cents du kilomètre. Cela fait 10,50 $ par passagère. Comme elle en demandait 20, elle faisait donc un profit de 8,50 $. À 40 $ pour faire un aller-retour de 150 km avec un Dodge Caravan, je faisais certainement pas d'argent. Une semaine a passé. Un juge a enfin permis à Annie Girard de récupérer sa mini-fourgonnette. Mais une autre surprise l'attendait à la fourrière. Combien ça vous a coûté de récupérer votre véhicule? Ça m'a coûté 379 $. 379 $. Avec l'amende, toute cette affaire pourrait coûter plus de 900 $ à Annie Girard. Tout ça pour un possible profit de 8,50 $. C'est plus que moi de loyer. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent pour moi, ouais. Il n'existe pas de méthode reconnue par la loi pour calculer le partage des frais de déplacement. Le calcul des agents du Bureau du taxi n'est donc ni plus ni moins valable que les autres. Clairement, cela ouvre la porte à l'arbitraire dans l'application de la loi. D'ailleurs, le directeur du Bureau du taxi lui-même l'admet. Il y a un certain flou là-dedans. Oui, il y a un flou, effectivement, qui devra être adressé. Avec ce flou, et considérant les résultats de nos calculs, comment peut-on sérieusement accuser Annie Girard de transport illégal? On envoie justement un mauvais message où là, les usagers vont peut-être avoir des craintes, vont dire, bien, finalement, je vais prendre ma voiture seule, puis je vais pas faire du covoiturage pour un trajet que je voulais faire en covoiturage finalement. Donc, je pense que c'est malheureux comme événement et je pense qu'on n'a pas eu la bonne cible dans ce cas-ci. Qu'est-ce qui n'a pas fait de covoiturage une fois ou un autre, d'amener quelqu'un quelque part puis de lui demander quelques dollars? Dans sa vie. Qu'est-ce qui n'a pas fait ça? Si le Bureau du taxi continue dans cette voie, cela pourrait-il signifier le début de la fin du covoiturage au Québec? Pour Annie Girard, en tout cas, c'est bien possible. Est-ce que c'est fini pour vous, ça?
Ça se peut. Ça se peut. Je vous avoue là, que ça m'a vraiment secoué. Jeudi dernier, le quotidien 24 heures révélait que pour l'année 2014, le Bureau du taxi de Montréal et la police avaient saisi près de 2 fois plus de véhicules que lors des 4 années précédentes. Il devient donc urgent de définir un outil de calcul légal pour distinguer le covoiturage du transport illégal. Annie Girard, elle, attend la date de son procès. Nous vous en reparlerons. Après la pause, un recours collectif contre les chiropraticiens de zéro gravité. Que des gens comme moi se fassent enjôler de même, c'est assez. On n'a ni plus ni moins cherché à exploiter ces gens-là. En 2013, La Facture vous a présenté une série de 3 reportages sur les cliniques chiropratiques zéro gravité. Nos reportages prouvaient que l'efficacité de ce traitement n'était pas démontrée scientifiquement. Quelques mois plus tard, Zéro Gravité faisait faillite. En exclusivité, La Facture a appris que, faillite ou pas, un recours collectif est maintenant en marche. Que des gens comme moi se fassent enjôler de même, c'est assez. On n'a ni plus ni moins cherché à exploiter ces gens-là. On a espoir. Puis tout ce qu'on veut dans la vie, à n'importe... Lorsqu'en 2013, Stéphanie Beaune visionne nos reportages sur Zéro Gravité, elle a un choc. Bien, j'étais sur le dos, là. Tu sais, je suis pas la seule que, dans le fond, ça n'a pas bien été, là. Après avoir vu notre reportage, elle contacte un cabinet d'avocats. Ben moi, je voulais essayer d'aller récupérer la somme d'argent que j'ai mis là-dedans, là. Puis essayer d'empêcher que ça se reproduise à d'autres personnes vulnérables comme moi, là. Elle veut que les dirigeants de Zéro Gravité soient traduits en justice, car malgré les promesses qu'on lui a faites, les séances de traction sur cet appareil, le DRX 9000, n'ont pas réglé ses problèmes de dos chroniques. Ça m'a pas aidé, là. Ça m'a juste empiré. Au même moment, au cabinet Ménard-Martin, de plus en plus d'ex-patients comme elle veulent aussi poursuivre Zéro Gravité. La décision est prise d'intenter un recours collectif. À la lumière des reportages et des témoignages qui avaient déjà été rendus par d'autres victimes, superposés à ce que Mme Beaune nous présentait, Jean-François Leroux est aux commandes de la requête. Il y avait beaucoup d'éléments qui se recoupaient, qui nous permettaient de croire à l'existence d'une culture organisationnelle fautive. La culture de l'entreprise était fautive, abusive et illégale, selon la poursuite. Par exemple, le DRX 9000 est interdit de vente au Canada depuis mai 2010, car le fabricant n'a pas démontré son efficacité. Un détail qui a son importance, mais que les chiropraticiens ont choisi de taire. Non, ça n'a jamais parlé de ça. Ah non, c'était révolutionnaire, ces machines-là, puis jamais qu'ils ont mentionné quoi que ce soit là-dessus. Ceux qui possédaient les appareils avant cette date ont conservé le droit de les utiliser sur leurs patients. Mais dans la mesure où est-ce qu'on leur dit pas qu'il n'y a pas de fondement scientifique à cette thérapie-là, alors bien, c'est bien évident que, quant à nous, le consentement est vicié et il n'est pas éclairé. Et n'eût été ces fausses représentations-là, on peut croire que les membres du groupe n'auraient pas contracté avec les chiropraticiens qui leur suggéraient ces soins-là. Et si on vous l'avait dit? Ah, je serais sortie à la course. La requête a été déposée la semaine dernière en son nom. Mais elle représente entre 4 et 6 000 ex-patients de Zéro Gravité qui ont fréquenté l'une des 4 cliniques après mai 2010. Je voulais pas être seule parce qu'au début, je voulais les emmener à la petite créance, puis toute seule, ça me faisait peur. Fait inusité, le recours est dirigé non pas vers Zéro Gravité, mais vers tous les chiropraticiens qui travaillaient dans ces cliniques. À notre connaissance, contre un ensemble de professionnels, comme c'est le cas avec cette poursuite-là, c'est une première. Le cabinet d'avocats n'avait pas le choix de poursuivre uniquement les chiropraticiens. Zéro Gravité et ses dirigeants ont fait faillite en 2013, laissant derrière eux une dette de 2,5 millions de dollars. Les gens qui œuvraient au sein de ces cliniques-là devaient connaître
cette culture organisationnelle-là. Donc, que ce soit en la tolérant ou carrément en la mettant en œuvre en tant que telle, on estime qu'ils ont contrevenu à ce moment-là aux règles de la chiropratie. Une douzaine de noms figurent sur ce recours, dont ceux d'Amélie Jean et de Bertrand Quennuel, propriétaires de cette clinique de Québec. Par lettre, ils ont avisé les anciens clients de Zéro Gravité comme Stephanie Bond qu'ils sont en possession de leur dossier et que dorénavant, les soins de décompression discale sont offerts à leur clinique. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir récupérer cette clientèle. Dans les anciens locaux de Zéro Gravité, Marius Jean, un autre chiropraticien, a aménagé 2 tables DRX 9000 qu'il possède depuis 2008. Ah, c'est simple. Pour moi, c'est une invention du siècle. Marius Jean a racheté de Lafayette une partie des équipements. Dans cette publicité, il invite les ex-clients de Zéro Gravité à faire le suivi de leur traitement sur les mêmes équipements et en composant les anciens numéros de téléphone de Zéro Gravité. Dans sa publicité, il vante l'efficacité de ces traitements, même s'ils ne sont pas reconnus scientifiquement. C'est pas une question de croyance, c'est vraiment les résultats que moi j'ai avec ces équipements-là. Marius Jean n'est pas visé par le recours collectif, mais il garde silence lui aussi sur un élément important. Le dites-vous à vos patients que Santé Canada en a interdit la vente en 2010? Non, je ne verrais pas l'utilité de leur dire parce que je suis autorisé à l'utiliser. Stephanie Bone a payé 4 300 $ pour 15 séances de traction. Si elle peut aujourd'hui se pencher, c'est parce qu'elle a subi 4 opérations à la colonne vertébrale. Selon la poursuite, en raison des traitements prescrits par Amélie Jean, sa condition s'est détériorée. Le cabinet d'avocats réclame pour elle et pour tous les autres le remboursement de ces sommes, plus 15 000 $ en dommages moraux et exemplaires. On demande des dommages exemplaires parce que, selon ce qu'on allègue dans les procédures, c'est qu'on a cherché à tirer profit du caractère vulnérable des membres du groupe. Si j'aurais su tout ce que j'ai su là, j'aurais jamais embarqué là-dedans. J'aurais pas été dépenser des sommes atroces pour ça. Malgré la faillite, l'Ordre des chiropraticiens a continué son enquête sur les chiropraticiens de Zéro Gravité. En décembre dernier, 5 d'entre eux ont comparu devant leur comité de discipline. Dans leur cas, on attend des décisions très bientôt. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous recevez une contravention alors que vous roulez en auto. 2 points d'inaptitude sont inscrits à votre dossier, mais vous possédez aussi un permis pour conduire à moto. Alors, vrai ou faux, ces points d'inaptitude augmenteront la facture de vos 2 permis. La réponse après la pause. La facture! Vrai ou faux, ces points d'inaptitude augmenteront la facture de vos 2 permis. Vrai. Votre contribution d'assurance augmentera sur vos 2 permis. La SAAQ considère qu'un conducteur qui a un comportement à risque en voiture pourrait avoir le même comportement à moto. Pour nous joindre, dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636. À l'extérieur de Montréal, composez le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet, ici radio-canada.ca/la facture. Nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas seulement un adage, c'est aussi une réalité, appliquée parfois avec beaucoup de rigueur par les policiers et les tribunaux. Ce soir, le fin mot de l'histoire sur une balade à motoneige qu'un père de famille n'est pas près d'oublier. Martin va faire une randonnée de motoneige avec Juliette, sa fille de 17 ans. Un policier les arrête et leur demande leurs papiers. Martin présente son permis, les certificats d'immatriculation et une attestation d'assurance. Juliette, elle, présente fièrement son permis de conduire. Mais le policier leur annonce qu'elle contrevient à la loi. Il donne même une amende de 100 $ à Juliette.
qu'a-t-elle fait de si grave? L'agent de police leur explique qu'on peut conduire une motoneige à partir de 16 ans. Mais les jeunes, âgés de 16 et 17 ans comme Juliette, doivent obtenir un certificat d'aptitude pour conduire une motoneige. Pour l'obtenir, Juliette aurait dû suivre une formation théorique de quelques heures offerte par une école de conduite autorisée. Et oui, à 16 et 17 ans, le permis de conduire ne suffit pas pour circuler à motoneige. Et ignorer ces règles coûte très cher. Juliette a eu une amende de 100 $, mais ce n'est pas tout. Martin, son père, a aussi reçu une amende salée de 550 $ plus les frais pour avoir permis à sa fille de conduire sans certificat. Le fin mot de l'histoire, avant de partir à l'aventure avec vos enfants, mettez la pédale douce et prenez le temps de connaître les règles. Voilà, c'était la facture. Où que vous soyez au pays, à Moncton ou à Kelowna, merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à prendre contact avec nous par téléphone ou alors sur notre site Web. Voici maintenant des extraits de ce que vous verrez la semaine prochaine. On n'a jamais rien eu. Là, on était rendu à 36 000. Rien, zéro. J'avais peur, c'est un gros montant. Ils veulent se convertir à l'énergie solaire. On s'est fait avoir. Je pense, oh my God, qu'est-ce qu'on a fait? Perdre 47 000 $, ça fait mal. Mais l'entrepreneur ne livre pas et fait faillite. Si c'est ça qu'ils ont fait avec l'argent, là, c'est dégueulasse. Voir le monde prendre avantage de d'autres mondes, c'est ça qui me fait mal. Là.